Il y a quelques temps de cela, Furtech avait posté sur son site internet et sa chaîne YouTube ses travaux de hacking en rapport avec les étiquettes électroniques. Vous savez, celles que l'on trouve de plus en plus dans les rayons des supermarchés. Et son objectif était globalement de démontrer que, contrairement à ce que disait le constructeur, elle n'était pas plus fiable que des étiquettes classiques en papier. Donc je mettrai le lien de sa page juste en dessous dans la description de cette vidéo, et vous pourrez constater que de toute façon ses résultats sont imparables. Mais cela étant, il restait encore quelques questions en suspens, et notamment par rapport à la nature des chip-on-board qui sont embarqués sur les circuits. Et récemment, sous l'impulsion de quelques tweets, Hugo Kernel a suggéré que j'y jette un coup d'œil pour tenter de faire une analyse des puces en question qui viendrait compléter éventuellement les infos manquantes. Sur ce, Furtech m'a envoyé les deux échantillons que voici, et on va donc tenter d'en savoir un peu plus. Le premier des deux chip-on-board qui nous intéresse est celui-ci. Il est installé dans l'échantillon de SL à segment. On peut voir son quartz juste à côté, ainsi que quelques passifs. Et nous sommes aussi en présence d'une photodiode ici en D1. Pas grand chose de très excitant comme SMD, une LED infrarouge en D2, un gros condensateur au tantal en C1, pas mal de points de test. À droite ici, c'est le connecteur de l'affichage à segment et on peut constater que l'ensemble de ces pistes le relie au chip on board. Et il y en a un bon petit paquet. On change de circuit et celui-ci provient d'une étiquette à pixels, c'est-à-dire capable de gérer une matrice de points. On retrouve le même type de quartz qui cadence le chip on board à un peu plus de 32 kHz, et là encore, on peut constater que toutes les pistes qui partent du connecteur de l'affichage sont reliées à la puce. Et bizarrement, il est assez difficile de relire la référence de ce boîtier, un peu comme s'ils avaient cherché à le masquer. Mais en filtrant l'image, on peut lire Atmel Mega 16L 8MU. Il s'agit donc d'un microcontrôleur 8 bits avec 16K de mémoire flash et une EEPROM interne de 512 octets. Ok, donc je commence à extraire la première puce de son cocon de polyépoxyde, et pour cela j'utilise ma station à air chaud que j'ai réglée cette fois à une température de 270 degrés. Au bout d'environ 1 minute 30 de réchauffage, la goutte noire s'est suffisamment ramollie pour que je puisse y insérer ces pinces Bruxelles très affûtées et y déloger délicatement le circuit intégré. J'enchaîne alors avec le second chip on board qui m'aura finalement donné un peu plus de fil à retordre car la densité de la goutte était plus importante que la première. Il aura fallu que j'augmente la température jusqu'à 290 degrés pour en venir à bout et forcer le polyépoxyde à se désagréger et relâcher la puce. Voilà, l'étape de l'extraction s'est déroulée sans accroc, les deux circuits intégrés semblent intacts. Je vais pouvoir maintenant leur donner un bain d'acide sulfurique concentré très chaud, ce qui va permettre de dissoudre le reste du polyépoxyde, toujours solidaire du silicium et surtout sans l'endommager puisque cet acide n'affecte pas le silicium. Pour la manip, j'utiliserai les outils dont je me sers habituellement pour ça, c'est-à-dire plaque chauffante, thermomètre infrarouge Fluke, acétone et eau pour le rinçage et bien entendu l'acide sulfurique 96%. La température de l'acide doit être maintenue autour de 150 degrés car si elle grimpe trop haut, il y aura des résidus noirs qui resteront à la surface de la puce. Et dans cette manip, se protéger est essentiel. Il y aura beaucoup d'émanations qu'il ne faut en aucun cas respirer, donc un masque à gaz est indispensable malgré le fait que je fasse cela à l'extérieur. Pareil pour les mains qui sont totalement protégées par des gants de chimiste qui résistent à la plupart des acides. Au moment où je déverse l'acide, la température du récipient n'est que de 60 degrés, donc il n'y a encore aucune réaction. Par contre, à cet instant, on a atteint les 140 degrés et vous constatez à droite que le polyépoxyde a entamé sa fusion. Mais une seconde passe sera nécessaire car après un bain de 2 minutes, il reste encore de la matière à dissoudre. Voilà donc, en tout l'opération m'aura demandé une petite demi-heure en comptant les préparations. Et avant de pouvoir observer les circuits intégrés au microscope, il reste encore l'étape de nettoyage aux ultrasons dans de l'eau déminéralisée. Et ça dure 5 minutes. Voilà donc à quoi ressemble la surface de la puce qui était embarquée sur l'étiquette à segment. Et en comparant avec celle extraite du circuit de l'autre étiquette à pixels, je me suis aperçu qu'elles sont strictement identiques. Et pour ceux d'entre vous qui voudraient en savoir plus, voici les références inscrites dans le silicium, mais je vous mets au défi de trouver quoi que ce soit dessus. En tout cas, le fabricant est la firme Solomon Systech.
Donc après avoir analysé le circuit pendant un bon moment, voici mes conclusions, mais bien entendu je ne peux rien affirmer avec certitude. Sous ce maillage, qui ne représente que la partie supérieure des couches métalliques, se trouve l'ensemble des transistors qui définissent l'architecture du processeur. On passera dessus dans un instant au microscope. Cet IC disposerait donc de 2K de mémoire RAM et 128 octets de masse ROM. Le mini convertisseur analogique digital se trouverait ici, et à cet emplacement se trouve le système de régulation du courant pour le processeur et les circuits logiques, et le module en charge de la gestion du système infrarouge et ce bloc en dessous de la mémoire. Et vous pouvez voir en bas à gauche l'ensemble des connecteurs reliés au plan masse du circuit. Maintenant, voilà ce que l'on obtient au microscope quand on observe ce circuit à un grossissement important. On est là au-dessus d'une des deux matrices de transistors qui définissent 1 kilo-octet de RAM. Et ceci est la masse ROM de 128 octets. Cet enchevêtrement de connexions définit donc les circuits qui interconnectent les transistors du processeur placés sur la couche la plus basse. Je vais passer à un objectif plus important pour avoir un aperçu encore plus détaillé. Voilà, vous pouvez peut-être apercevoir tout au fond une couche inférieure qui n'est pas encore celle des transistors car il faudrait descendre d'au moins 2 ou 3 couches de plus pour les atteindre. On survole désormais la partie analogique et linéaire du circuit intégré dans laquelle on trouve les composants les plus largement dimensionnés puisque le flux de courant y est plus important que dans la partie logique. Par exemple, ces gros rectangles et carrés blancs représentent le plus souvent des condensateurs. Je joue là sur la profondeur de champ du microscope pour mettre en évidence les couches qui sont en face de nous. L'unité ici est le micromètre. Et pour terminer, j'ai disposé côte à côte les deux puces pour vous montrer qu'elles sont dans tout point semblables. Voyez par vous-même.